On va réexpliquer ici un schéma que vous avez au moins vu une centaine de fois depuis le collège, qui est le schéma du fonctionnement de l'effet de serre. Vous avez un rayonnement ultraviolet qui arrive grâce au soleil. Ici, l'atmosphère terrestre, composée d'une multitude de gaz, malheureusement de plus en plus de CO2 et de méthane, qui sont les deux principaux gaz contribuant à l'augmentation de l'effet de serre. Une petite partie du rayonnement ultraviolet qui provient du soleil est réfléchie par l'atmosphère, la plus grande partie arrive sur Terre. À nouveau, une petite partie de ce rayonnement est réfléchi par la Terre, notamment typiquement sur un glacier, une surface bien blanche. Une grosse partie de ce rayonnement est réfléchie. L'ensemble des rayons qui arrivent sur Terre contribuent au réchauffement de la Terre, ce qui est tout à fait normal. La Terre est donc un élément qui possède en elle une certaine énergie. Cette énergie, elle va pouvoir la libérer sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement infrarouge traverse l'atmosphère, mais c'est là qu'il y a un gros souci, c'est qu'une grosse partie de ce rayonnement infrarouge est bloquée, réfléchie par l'atmosphère terrestre. Ce phénomène de réflexion du rayonnement infrarouge par l'atmosphère terrestre est tout à fait naturel et normal. Si le rayonnement infrarouge n'était pas en partie réfléchi par l'atmosphère terrestre, on aurait des températures sur Terre qui seraient totalement invivables. Donc heureusement qu'il y a le phénomène d'effet de serre. Alors le souci, c'est que si la proportion de CO2 et de CH4 augmente, alors ce phénomène de réflexion des rayonnements infrarouges va augmenter, et donc on aura de plus en plus d'énergie bloquée à la surface de la Terre. Et donc inévitablement, les températures à la surface de la Terre vont augmenter. Petite explication sur le fonctionnement d'une centrale thermique classique, c'est-à-dire les centrales à gaz, à charbon ou à pétrole. Que ce soit l'une de ces trois ressources primaires d'énergie, à chaque fois cela concerne des éléments carbonés. Ici j'ai pris l'exemple du méthane qui est un gaz, mais pour le pétrole ou le charbon, on aura le même type de réaction chimique, à savoir une combustion dans le dioxygène. Et toutes ces combustions donnent toujours le fameux CO2 qui est un gaz qui contribue à l'augmentation de l'effet de serre, plus de l'eau pure. Ici à gauche de la flèche on a les réactifs, à droite de la flèche on a les produits. Alors pour équilibrer l'équation bilan, l'équation de la transformation chimique, on ajoute ces fameux coefficients stoichiométriques. On voit ici que l'élément carbone on en a toujours un dans les réactifs, un dans les produits. L'élément hydrogène on en a 4. 2 x 2, 4. L'oxygène, 2 x 2, 4. Ici, 2 plus 2 x 1, c'est-à-dire 4. Il y a conservation des éléments chimiques, que ce soit au niveau des réactifs que des produits. Ça, c'est une règle de base que vous devez toujours appliquer lorsque vous écrivez une équation bilan associée à une transformation chimique. Si on veut expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire, il faut déjà être au point, au top du top, sur la définition de ce qu'est un élément chimique. Vous avez dans toutes les bonnes classes de chimie ce qu'on appelle le tableau périodique de Mendeleïev. Il s'est amusé en son temps à faire l'inventaire de tous les éléments chimiques connus sur Terre, dans l'univers. On va prendre l'exemple de celui qui nous concerne pour la centrale nucléaire, à savoir l'uranium. Alors, il existe deux types d'uranium, l'uranium 238 et l'uranium 235, majoritairement l'uranium 238, mais qu'il va falloir transformer en uranium 235 si l'on veut l'utiliser dans une centrale nucléaire. C'est déjà une première étape de difficulté lorsque l'on veut produire de l'électricité à l'aide de l'uranium. Intéressons-nous à la symbolique de cet élément. Ici, vous avez en majuscule, toujours en majuscule, le symbole de l'élément. U comme uranium, on n'est pas allé chercher très loin. En bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle le Z, le numéro atomique, qui correspond en fait au nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Et en haut à gauche, le A, qui est le nombre de masse, mais qui correspond au nombre de nucléons. Alors si on résume pour l'uranium 238, vous avez donc 92 protons et 238 nucléons. Donc, par différence, 146 neutrons.
la somme des protons et des neutrons constituant les nucléons. Pour l'uranium-235, vous avez 92 protons, 235 nucléons, et donc par différence, 143 neutrons. L'uranium-238 et l'uranium-235 sont ce qu'on appelle des isotopes. Deux isotopes sont deux éléments chimiques qui ont même numéro atomique, mais des nombres de masse différents. Alors, à savoir aussi, le numéro atomique, c'est ce qui caractérise l'élément. Tous les isotopes de l'uranium porteront toujours comme numéro atomique le numéro 92. Après, ce qui peut changer, c'est le nombre de masses. Mais l'uranium aura toujours un Z de 92. On va rentrer un peu plus dans des détails encore concernant les réactions de type nucléaire à travers les deux types de réactions qu'on peut trouver, les réactions de fission et la réaction de fusion. J'ai pris comme exemple de fission celle qui est utilisée dans les centrales nucléaires actuellement pour produire de l'électricité, à savoir la fission de l'uranium-235. Je vous la traduis. Un noyau d'uranium-235 est percuté par un neutron, ça c'est la symbolique du neutron, pour donner quoi? Pour donner un noyau d'yttrium-94, plus un noyau d'iode-139, plus 3 neutrons, et tout ceci s'accompagne de l'émission d'un rayonnement gamma. Essayons d'identifier, ça c'est un travail que vous aurez à faire dans les exercices, d'identifier si on a bien une réaction de fission. Pour ça c'est très simple. La fission c'est toujours pareil, vous avez un gros noyau lourd au départ que vous venez casser pour obtenir à la fin plusieurs petits noyaux. Le gros noyau de départ, c'est celui-ci, c'est un noyau qui contient 235 nucléons, très lourd. Vous le percutez à l'aide de neutrons et vous allez obtenir à la fin plusieurs noyaux plus légers. Un noyau avec 94 nucléons et un autre avec 139 nucléons. Donc on voit bien qu'à partir d'un gros départ, on a plusieurs petits à la fin. Ça c'est typique de la fission nucléaire. La fusion, c'est l'inverse. À partir de plusieurs petits noyaux, vous allez les assembler et former un gros noyau à la fin. Regardons l'exemple de cette fusion nucléaire. On a ici deux petits noyaux, un avec 2 nucléons, un autre avec 3 nucléons. Et vous formez quoi? Un seul noyau qui contient 4 nucléons, plus un neutron ici formé. Typique de la fusion, à partir de plusieurs petits éléments légers, on obtient un élément plus lourd. Donc voilà un petit moyen mnémotechnique pour reconnaître, d'après des équations de réaction nucléaire, s'il s'agit de fission ou de fusion. Ensuite, une particularité de ces réactions, à l'inverse de la réaction chimique où on a vu que les éléments chimiques entre les réactifs et les produits étaient conservés. Ici, au niveau des réactifs, on a par exemple de l'uranium, au niveau des produits, on n'a plus d'uranium. Donc dans une réaction nucléaire, les éléments chimiques ne se conservent pas. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Soddy qui va nous permettre de comprendre que tout de même, il y a quand même un certain nombre de choses qui se conservent lors d'une réaction nucléaire. On va s'intéresser au A, c'est-à-dire au nombre de nucléons que l'on a dans les éléments chimiques. Nombre de nucléons que l'on a au niveau des réactifs. On a ici 235 nucléons plus 1 nucléon. Ça fait au total 236 nucléons. On s'aperçoit qu'au niveau des produits, on a 94 nucléons plus 139 nucléons plus 1 nucléon fois 3, c'est-à-dire 236 nucléons. Donc le nombre de nucléons dans une réaction nucléaire se conserve. Idem au niveau du Z, du nombre de protons. 92 plus 0, 92. 39 plus 53 plus 0 fois 3, 92. Conservation du nombre de protons du numéro atomique. Ça, c'est une règle générale que l'on va retrouver dans la réaction de fusion. Pour ce qui concerne le nombre de nucléons, 2 plus 3, 5. 4 plus 1, 5. Conservation du nombre de masses. Pour ce qui concerne les numéros atomiques, 1 plus 1, 2, 2 plus 0, 2. Donc, comme pour les réactions chimiques, il va falloir éventuellement y ajouter, je note ici en rouge, des coefficients stoichiométriques
devant les éléments pour que mes réactions soient équilibrées. Pas au niveau des éléments chimiques, mais au niveau des nombres de masse et des numéros atomiques. Ils sont d'expliquer maintenant le phénomène de la réaction en chaîne. Je vous ai noté une autre réaction de fission de l'uranium-235 que l'on vient percuter par un neutron et qui donne un noyau de krypton 93, un noyau de barium 140, plus 3 neutrons, plus énergie, ça veut dire que cette réaction de fission s'accompagne d'une libération d'énergie. On voit ici qu'avec un neutron au départ, on produit 3 neutrons à la sortie. Alors si je représente ça sur un schéma, la réaction est initiée par la percussion du noyau d'uranium à l'aide d'un neutron. On voit que cette fission d'un premier noyau d'uranium donne 3 neutrons. Évidemment, ces 3 neutrons ils vont être émis à très grande vitesse. Donc ils vont eux-mêmes pouvoir percuter d'autres noyaux d'uranium. Ces 3 fissions des 3 noyaux d'uranium suivants vont elles-mêmes produire chacune 3 neutrons. Donc on voit que à la suite de 2 séries de désintégration, déjà, on a 9 neutrons produits. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Très rapidement, le nombre de neutrons augmente de manière exponentielle et très rapidement, on a une explosion du système si on ne cherche pas à le contrôler. C'est le principe de la réaction nucléaire et c'est la difficulté qu'on va avoir dans une centrale électrique de type nucléaire, c'est qu'il va falloir gérer cet emballement du nombre de neutrons. On va rester enfin sur cette réaction de fission et aborder la gestion des déchets due à la radioactivité inhérente aux produits de la fission de l'uranium. À savoir, les produits, ce sont ici pour cette réaction l'élément krypton et l'élément barium. Alors on va reprendre l'élément krypton. Ce krypton, lorsqu'il est produit suite à la fission de l'uranium, il est produit dans un état instable. C'est le cas de beaucoup d'éléments dans la nature. Mon stylo, par exemple, je lâche, il va tomber. Pourquoi il va tomber? Parce qu'il est beaucoup plus stable au niveau du sol qu'à 1,50 m, 1,80 m du sol. Donc, il va aller chercher sa stabilité. Pour le krypton, c'est exactement pareil. Il va donc se transformer, on dit se désintégrer, pour donner un noyau de niobium, attention les noms, c'est pas moi qui les ai inventés, qui lui sera dans un état stable. Et c'est ce passage du noyau de krypton au noyau de niobium, cette désintégration, que l'on va appeler radioactivité. Radioactivité que l'on associe au danger parce que bien souvent la radioactivité s'accompagne de l'émission d'un rayonnement qui potentiellement peut être très dangereux. C'est là qu'intervient la définition de l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations qui a lieu pour un certain élément par seconde. Si on regarde cette fois-ci cette courbe qu'on appelle courbe de décroissance radioactive. Au départ, dans mon réacteur nucléaire, lorsque je viens de créer mon élément krypton, l'activité est très importante. Elle est très importante parce que le nombre de noyaux de krypton est très important. Donc le nombre de désintégrations par seconde de noyaux de krypton en noyaux de niobium est très important. Évidemment, au fur et à mesure que mes désintégrations se produisent, j'aurai de moins en moins de krypton. Donc le nombre de noyaux de krypton va diminuer. Mais si j'ai de moins en moins de noyaux de krypton, potentiellement, j'aurai de moins en moins de désintégration en noyaux de niobium. Donc on voit que l'activité chute de la même façon que le nombre de noyaux. La courbe bleue représentant l'activité et la courbe rouge représentant le nombre de noyaux de krypton qu'il me reste dans mon réacteur nucléaire sont deux courbes qui se superposent. Alors, raisonnons maintenant en termes de danger. Si on considère que la radioactivité, c'est-à-dire le passage de cet élément à celui-ci, est dangereux, évidemment on a envie de savoir au bout de combien de temps cette radioactivité va cesser. Elle va cesser lorsque l'on n'aura plus du tout de noyaux de krypton dans notre réacteur. Simplement ce temps est infiniment long puisque la courbe, je l'ai arrêtée là, mais elle tend vers zéro sans jamais vraiment l'atteindre. C'est là qu'on a défini un outil pour arriver à classer les éléments chimiques suivant le temps qu'ils vont mettre pour décroître.
c'est le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel l'activité va être divisée par 2 par rapport à l'activité qu'on avait au départ. Ou autre définition, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux que l'on retrouve dans notre réacteur est égal au nombre de noyaux de départ divisé par 2. Alors si on reprend l'exemple du krypton, le temps de demi-vie du krypton est de 10 puissance 6 années environ, 1 million d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous aurez créé dans votre réacteur nucléaire vos 5 kg de krypton, au bout de 1 million d'années, l'activité de votre échantillon de krypton aura été divisée par 2. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste plus. Ça veut dire qu'il ne vous restera plus que la moitié des noyaux par rapport au nombre que vous aviez au tout départ. Donc ça peut être très très long. Sachant que à chaque fois qu'un noyau se transforme, il y a danger. Donc vous imaginez que si la radioactivité perdure pendant une période supérieure à 1 million d'années, la difficulté que l'on a pour gérer ces déchets nucléaires dans le temps. Et l'impact que ça peut avoir sur les générations futures qui, elles, devront également avoir à gérer ces déchets nucléaires pendant très 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 longtemps. On termine cette troisième partie sur le défi énergétique par l'explication d'une chaîne énergétique. J'ai pris ici la chaîne énergétique correspondant au fonctionnement d'une centrale thermique nucléaire. La chaîne énergétique, c'est tout simplement un espèce de diagramme que l'on peut complexifier plus ou moins. Vous trouverez souvent dans les sujets bac des chaînes énergétiques à faire beaucoup plus simplifiées, qui permettent de décrire du début jusqu'à la fin de la centrale les différentes étapes pour produire ici de l'électricité. Dans une centrale nucléaire, on a au départ de l'énergie nucléaire. On passe par le biais d'un réacteur nucléaire qui va transformer cette énergie nucléaire en énergie thermique. En fait, le but de la réaction nucléaire, c'est de créer de la chaleur. Cette chaleur va ensuite être récupérée dans des conduites d'eau, va faire chauffer de l'eau, va vaporiser de l'eau sous forme gazeuse qui va permettre d'entraîner une turbine. La turbine en mouvement va donc produire de l'énergie mécanique qui va faire tourner un alternateur, et à la sortie de votre alternateur, vous allez avoir de l'énergie électrique. Vous avez en rouge ce que l'on appelle des convertisseurs d'énergie. On passe d'une certaine forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Mais vous apercevez qu'à chaque convertisseur d'énergie, on a ce qu'on appelle des pertes. Et les pertes se font principalement sous forme de dissipation thermique. C'est ce qui va donner à terme la notion de rendement. Plus ces dissipations, ces pertes sous forme thermique seront faibles, meilleur sera le rendement final de votre centrale. Alors vous avez ici la chaîne énergétique d'une centrale nucléaire. Je vous ai mis différentes chaînes énergétiques d'autres centrales dans votre cours. Vous apercevez que pour toutes les centrales, il y a un élément commun qui est l'alternateur. C'est évidemment l'élément clé qui permet d'aboutir au final à de l'énergie électrique.